Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage, d'un roman, mais qui questionne au plan psychologique, évidemment, puisque c'est l'objet de cette chaîne. C'est un roman de l'acteur Samuel Le Bihan, qui a été adapté ensuite en téléfilm que je n'ai pas vu. Je l'ai découvert là, en préparant la vidéo que ce, ce téléfilm existait. Donc Samuel Le Bihan est le père d'une petite fille, enfin qui a grandi un peu, qui est autiste. Et il a décidé de faire un ouvrage alors qui n'est pas autobiographique puisque le héros est une femme, une mère solo, mais qui évidemment est inspiré de son vécu de père d'enfant autiste. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus officiellement d'autisme, mais de troubles du spectre autistique. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'évolution en 50 ans de la santé mentale des Français, où j'explique que aujourd'hui on parle de troubles, de syndrome. Alors, syndrome, c'est l'agglomérat d'un certain nombre de symptômes qui prend un sens, un petit peu comme un appareil est un ensemble d'organes qui fonctionnent ensemble, hein. Donc, on parle de troubles du spectre autistique, et pour poser ce diagnostic, il faut qu'il y ait une altération des interactions sociales, donc des difficultés à soit entrer en relation, soit à maintenir des relations euh, simples. Les enfants autistes, enfin, souffrant, alors je vais utiliser le terme autiste, hein, parce que souffrant de troubles du spectre autistique, euh, pour toute une partie, ne cherche le contact avec les autres, mais ça ne se passe pas nécessairement bien. Il y a aussi une altération de la communication. Alors, il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ont un retard de langage. Il y a les écholalies, c'est-à-dire la répétition de choses qu'ils ont entendues précédemment. J'ai connu par exemple un enfant qui était capable de réciter des bouts entiers de dessins animés. C'était vieux dessins animés qu'il trouvait, vous savez, dans le style Mister Magoo, machin et Satanas, je sais plus. Je sais pas où il trouvait d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des choses qui passaient à la télévision. Euh, donc, mais ça peut être aussi des logorées. Par exemple, ça c'est plus fréquent sur le syndrome d'Asperger, où l'enfant parle tout le temps. En fait, il pense à voix haute presque, c'est-à-dire que tout ce qu'il pense, il le dit. Donc ça crée une logorée. Et puis des intérêts spécifiques, voire des intérêts un petit peu obsessionnels qui peuvent changer. Ça peut être pendant une période seulement les dinosaures, et puis après ça va être seulement euh, je sais pas, les toupies, et ça peut être, voilà. Euh, et ça joue sur les interactions sociales parce que les autres ne partagent pas nécessairement ces intérêts obsessionnels. Et puis, il y a les comportements stéréotypés, hein, alors, les TOC, hein, faire et refaire les mêmes choses pour apaiser l'angoisse. Et puis aussi des gestes stéréotypés. Alors, on connaît voilà, le flapping, mais il peut y avoir d'autres gestes comme ça, répétitifs, qui ont aussi une fonction d'apaisement des bouffées d'angoisse. Donc on a ces quatre catégories, donc communication, interaction, comportement stéréotypé et intérêt spécifique. Et puis après, on a trois grandes familles, on va dire. Le syndrome de Kanner, qui est un autisme qui se découvre en général dans la petite enfance avant les 3 ans, souvent parce qu'il y a un retard d'acquisition du langage, un retard cognitif, etc. Et puis le syndrome d'Asperger, alors, qui a changé. Il y a une époque où il était réservé aux
enfin le nom était réservé aux personnes qui avaient une intelligence au-dessus de la moyenne, un QI au-dessus à partir de 130, 120 même, à la limite 120, 130. Et aujourd'hui, on inclut les personnes qui ont une intelligence entre guillemets normale, standard, c'est-à-dire à partir de 90. Donc voilà le Kanner Asperger. Et puis vous avez le trouble désintégratif de la petite enfance, qui est, on va dire, une forme d'autisme. Donc là, l'enfant se développe normalement jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans maximum. Et puis après, il régresse, y compris sur des fonctions euh, neurologiques, mais aussi motrices, puisqu'il peut y avoir par exemple, l'enfant perd la capacité à être propre, enfin, donc il ne maîtrise plus ses sphincters, etc., etc. Le langage régresse, etc. Bon. Voilà donc les trois grandes familles. Donc là, à la lecture, on pourrait penser que le petit garçon de ce roman souffre d'un syndrome de Kanner, mais ou alors avec une intelligence un peu limite, parce qu'on voit qu'il a des capacités quand même de... Bon, il est scolarisé en milieu ordinaire, donc bon. Euh, donc ce petit garçon a une mère qui l'élève seule et un frère qui est plus âgé, un demi-frère plus âgé de 10 ans. Et on voit dans cette famille quelque chose qui est fréquent dans 99,99% des cas, c'est le diagnostic, la course, le chemin pour arriver à un diagnostic et la perte de temps. Et on sait que, surtout pour le syndrome de Kanner, plus on agit tardivement et plus l'enfant est en difficulté et entre guillemets handicapé. Parce que, alors d'abord, il y a tout un passé où l'autisme était considéré comme une psychopathologie, donc relevé de la psychiatrie. Euh, et puis maintenant, on sait que c'est un trouble neurologique, sauf que dans le parcours traditionnel du diagnostic, euh, on, on passe en général par ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on élimine. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pour arriver à voilà ce que c'est. Et ce diagnostic différentiel, en général, il est fait par des psychiatres. Alors il y a des psychiatres qui sont très au fait du TSA, d'autres pas du tout. Donc on se retrouve avec des troubles de l'opposition. Alors on sait que dans le TSA on peut avoir une difficulté à gérer les émotions et notamment la colère, une difficulté à gérer les frustrations. Donc il y a effectivement des points communs avec le trouble de l'opposition, mais c'est pas un top. On va mettre des diagnostics de névrose obsessionnelle à cause des tics, des tocs, etc. Mais c'est pas une névrose obsessionnelle. Donc on perd énormément de temps. Alors vous avez des organismes, hein, les CRA, les centres régionaux d'autisme, liés à l'autisme, je sais plus, enfin, à force de parler par acronyme, on ne sait plus les développer, qui sont spécialistes du diagnostic avec, où là il y a un gros bilan avec des, des professionnels de différentes orientations, différentes formations, notamment des neurologues, notamment des neuropédiatres, etc. Mais alors d'abord, il n'y en a pas partout. Les places sont... Vous pouvez attendre 1 an, voire 18 mois pour avoir une place. Donc autant dire que ça ne facilite pas le diagnostic. Donc on voit ça dans ce roman. Et puis après, une fois que le diagnostic est posé, il y a la difficulté d'accepter le handicap. Alors, euh, c'est valable déjà pour toutes les familles où l'enfant est handicapé. Mais je dirais, alors ça peut choquer l'expression, mais dans le vécu, il y aurait quand même quelque part des handicaps nobles et d'autres moins.
Un enfant qui a un handicap moteur, un enfant qui a un handicap sensoriel, aveugle, sourd, ça passe beaucoup mieux dans la société, hein. C'est physique, euh, entre guillemets, c'est pas de sa faute, ça dérange moins. Enfin, vous voyez, c'est voilà. Alors que quand on arrive sur des handicaps, même je pense à la trisomie 21, où on, bon, on connaît, ça fait longtemps que on connaît cette maladie. Les enfants sont réputés être gentils, souriants. Donc voilà, dans la société, dans l'image qu'on se fait dans la société de ces enfants-là, ça passe bien. Mais alors, l'autisme, non, hein. Des enfants qui peuvent piquer des crises dans les lieux publics, des enfants qui disent tout ce qui leur vient à l'esprit parce qu'ils ne filtrent pas. Donc ils peuvent dire dans le bus, alors qu'ils ont 7 ans, maman, pourquoi le monsieur il est moche? Vous voyez, bon, etc., etc. Dans l'autisme, il y a quelque chose qui dérange. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, on n'a pas, on va agir sur les symptômes, on n'a pas de moyen de soigner le fond. Et donc, voilà, ça bouscule les repères. Donc, euh, le diagnostic est difficile. Il faut faire le deuil de l'enfant fantasmé, comme tous les parents, hein. Ça, je vous en ai parlé sur la vidéo sur l'attachement. Mais il faut faire aussi le deuil d'un enfant qui ne fera pas comme tout le monde. Je n'y dis pas sera pas comme tout le monde. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un modèle standardisé et puis des espèces de modèles un petit peu euh, comme un objet qui serait une malfaçon, quoi. Non, je dis ne fera pas comme tout le monde, qui n'apprendra peut-être pas au même rythme, qui ne pourra pas s'intégrer dans la société de la même façon que les autres, qui ne sera pas nécessairement autonome comme les autres, donc qui n'aura pas un quotidien comme les autres. Et ça, c'est très très lourd pour une famille. Parce que euh, je dirais un handicap moteur, par exemple un enfant qui va être enfin, dans un fauteuil roulant, mais qui a l'usage de ses bras, on va adapter le logement, il va avoir un fauteuil, etc. Mais socialement, c'est mieux perçu. L'enfant, à part physiquement, il peut avoir une vie plus proche de celle de ses camarades. Donc, voilà, ça passe. Parents d'un enfant souffrant d'un TSA, il y a une grosse stigmatisation. Parce qu'en plus, il y a le sentiment de culpabilité du parent qui se dit qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose pendant ma grossesse qui ne convenait pas? Il y a une période où on associait la dépression pendant la grossesse des mères et l'autisme quand même. Vous voyez comment ça peut être culpabilisant. Un moment, c'était toujours les mères d'ailleurs, hein, quand on l'ancienne façon, mais pas si vieille que ça, hein. Moi, quand j'ai travaillé avec des enfants autistes dans les années 90, on avait encore, par exemple, dans le courant de Bettelheim, la mère froide. Cette mère qui était pas une bonne mère, qui était pas aimante, qui était pas gentille, qui était pas et elle qui était pas maternelle et qui était à l'origine de ces enfants, qui aurait été à l'origine de ces enfants. Donc c'est terrible, quoi. Et quand pour ces femmes, enfin, je dis ces femmes parce que j'allais donner l'exemple des courses, mais messieurs, excusez-moi, pour ces parents, par exemple, qui font les courses et qui ont un enfant souffrant de TSA qui va crier ou se rouler par terre parce que il voulait tel objet que vous dites non et que la gestion de la frustration, alors après ça s'apprend. Mais c'est plus difficile à apprendre pour un enfant souffrant de TSA qu'un enfant je dirais entre guillemets lambda. Donc l'enfant qui se roule par terre et les autres parents qui voient ça qui disent oh là là, ces enfants qui sont élevés sans repères, sans règles, ces parents trop laxistes, voilà. Et tout est comme ça dans le quotidien. Donc il y a la stigmatisation, le sentiment de culpabilité,
le diagnostic du handicap à digérer et qui est réactivé à chaque fois que l'enfant va dans un nouveau milieu où on va faire sa connaissance. Une nouvelle classe, une nouvelle école, un nouveau centre de loisirs, une nouvelle activité extrascolaire, etc. Un nouveau magasin. Donc c'est lourd, ça. Déjà, le regard de l'autre est lourd. Et l'enfant est au centre de tout parce que, comme dans le cas de tous les enfants handicapés, il faut s'adapter. Le TSA demande une suradaptation. Donc, au niveau du couple, c'est compliqué et on voit, comme souvent quand il y a la naissance d'un enfant handicapé, pas seulement en TSA, on voit des couples qui explosent. Souvent, c'est le père qui part parce que, alors parce qu'il n'assume pas, parce qu'il ne retrouve plus la femme qu'il avait avant, parce que la femme est devenue, entre guillemets, juste une mère, etc. Donc le couple explose, où les parents, enfin, il y a des conflits permanents au sein des couples, beaucoup de mères solo qui élèvent donc leurs enfants, les parents, euh, voilà, lapsus, les aînés qui sont surinvestis, donc parentalisés, parce que ils doivent aider, ils doivent prendre en charge, ils doivent parce que le petit dernier ou le cadet n'est pas aussi autonome que l'âge que l'autonomie qui correspond à son âge. Donc pardon et là et l'enfant est au centre de tout et c'est épuisant. Donc autant dire que, et on le voit très bien dans ce roman, ce burn-out, ce ras-le-bol, ce besoin de souffler qui n'existe que peu parce que à moins qu'il y ait une famille soutenante, souvent aussi les familles dont un enfant, mais il y a même des familles où il y a plusieurs enfants qui souffrent de TSA, les amis s'en vont parce qu'ils ne supportent pas justement cette suradaptation, parce qu'ils ne supportent pas que le parent ne soit pas aussi disponible, que l'ami enfin, ne soit pas aussi disponible qu'eux-mêmes, etc. Donc il y a une profonde solitude chez ces familles dont l'enfant souffre de TSA, et alors une souffrance énorme et un épuisement énorme chez les mères solo. Euh, et ce qui revient toujours chez ces personnes, ces adultes, c'est je ne peux pas flancher. Je ne peux pas. Je suis dans une course perpétuelle et je ne peux pas m'appuyer sur quelqu'un. Je ne peux pas m'appuyer sur le système scolaire. Déjà parce que. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un établissement spécialisé, il y a de moins en moins de places. Elles sont rares. Des listes d'attente de 1, 2 ans, voire jamais de place. Pour ceux qui espèrent une classe de type Ulysse, qui ne sont pas des classes maintenant, sont des unités, etc., euh, elles sont rares. Elles mélangent tous les handicaps de sorte que ce sont des poudrières. Euh, Parce que si vous mettez par exemple quelqu'un qui souffre d'une maladie psychologique qui le fait, euh, euh, je dirais, c'est une pulsion sur pattes, c'est-à-dire ces enfants qui sont incapables d'élaborer mentalement, qui sont toujours dans la pulsion, dans la pulsion, dans la pulsion, et donc dans la violence, etc. Vous mettez un enfant comme ça. Ce type d'enfant qu'on retrouve notamment dans les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, qui accueillent beaucoup d'enfants comme ça avec des troubles obsessionnels, des troubles d'opposition, des troubles violents, etc. Vous les mettez avec par exemple un enfant autiste, c'est ingérable. Vous mettez des enfants autistes avec une intelligence normale et des enfants avec des déficiences intellectuelles, c'est compliqué.
Parce que on pourrait dire, mais oui, mais on accueille des enfants avec un déficit intellectuel dans des classes normales, oui, mais un enfant euh, dans une classe entre guillemets normale, il s'adapte. Un enfant autiste, il a beaucoup de mal à s'adapter. Donc si vous lui mettez sur son chemin des enfants qui sont très différents et très en difficulté, voilà. Le principe de la scolarisation en milieu ordinaire avec un AESH, alors déjà il faut avoir un AESH. Ensuite les AESH, il faut le dire, ils sont, excusez-moi mesdames et messieurs AESH, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour la plupart ils sont pas ou peu formés. Ils ont des missions, quelquefois c'est même pas à l'année. Il y a des enfants qui changent d'AESH tous les ans. Il y a des enfants qui commencent la rentrée, ils n'ont pas d'AESH, donc ils sont à la maison en attendant qu'on leur trouve un AESH, donc c'est n'importe quoi. On est dans un système où on ne comprend pas, contrairement à d'autres systèmes à l'étranger, qu'un enfant handicapé, il peut avoir besoin d'une scolarité à temps partiel. Ça, en France, c'est voilà, rigide au possible. Donc, quand vous êtes parent d'un enfant handicapé, d'un enfant souffrant de TSA, c'est un parcours du combattant. Y compris pour les personnes qui ont des enfants souffrant d'un syndrome d'Asperger. Et on ne voit pas trop l'autisme, donc on se dit, il a qu'à s'adapter. Alors si en plus il est à haut potentiel, on comprend absolument pas pourquoi l'école devrait s'adapter parce qu'il a une intelligence hors norme, il est surdoué, donc au contraire, il va être meilleur, ça va être un super mathématicien physicien. On s'en fiche qu'il ait d'autres intérêts. Et un enfant qui a un syndrome d'Asperger, quand il a des intérêts spécifiques, si son intérêt spécifique c'est l'histoire égyptienne, vous n'allez pas le diriger vers des études de physique, même si dans votre représentation à vous, un surdoué autiste, c'est un matheux. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué d'élever un enfant autiste et on le voit bien dans ce roman. Après, c'est un roman feel good. Donc, il y a plein de péripéties, il y a plein de dialogues et ça finit bien. Parce que, bon, euh, se faire du bien, c'est pas mal non plus. Il y a une phrase que j'ai retenue de ce roman qui est très significative. Alors, pour tous les parents, mais encore plus pour les parents d'enfants souffrant de TSA, c'est avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Je vous laisse méditer. À bientôt.